Merci, professeur Benadjiba, pour cette introduction. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour vous parler du syndrome de Wiskott-Aldrich. Ce syndrome a été décrit pour la première fois en 1937 par Alfred Wiskott, qui a décrit 3 frères qui présentaient des diarrhées sanguinolentes, un eczéma et des otites à répétition. 17 ans plus tard, Robert Aldrich a démontré le caractère héréditaire de cette maladie selon un mode récessif lié à X, et ce, à travers l'analyse d'une famille à travers 6 générations. Il a décrit que 16 garçons de cette famille décédaient d'une maladie similaire à celle rapportée par Wiskott, d'où le nom du syndrome de Wiskott-Aldrich. De nos jours, ce syndrome est classé parmi les déficits immunitaires combinés syndromiques. Il est dû à la mutation du gène codant pour la protéine WASP qui est localisée sur le bras court du chromosome X. Pour rappel, cette protéine est exprimée par toutes les cellules hématopoïétiques non érythrocytaires. Elle joue un rôle important dans la polymérisation des filaments d'actine et le réarrangement du cytosquelette, intervenant de ce fait dans de nombreuses fonctions immunologiques, à savoir la stabilisation et la formation des synapses immunologiques, la localisation des granules cytotoxiques, le homing, mais aussi la phagocytose. La protéine WASP assure aussi d'autres fonctions non actines dépendantes, telles que agissant comme facteur de transcription pour le T-bête, mais elle intervient aussi dans la survie cellulaire en régulant l'expression du récepteur FAS et du facteur anti-apoptotique BCL2. Maintenant, à quel moment on suspecte un syndrome Wiskott-Aldrich? La symptomatologie classique se présente sous forme d'une triade qui associe une tendance accrue au saignement qui est due à la thrombopénie, un eczéma cutané et des infections récidivantes qui reflètent le déficit immunitaire sous-jacent. Ces patients peuvent aussi présenter des complications de type auto-immun, mais aussi des affections malignes telles lymphoprolifératives et principalement les lymphomes. Toutefois, il est à souligner que la clinique de ce syndrome est très hétérogène. La forme classique avec la triade qu'on vient de voir n'est présente que dans 30% des cas. Il existe des formes plus modérées, appelées communément une thrombopénie liée à X, où le seul signe d'appel, c'est la thrombopénie avec une tendance accrue au saignement, qui peuvent être à tort diagnostiquées comme des purpura et thrombopéniques idiopathiques. Bien sûr, la génétique constitue le diagnostic de certitude, mais ce dernier n'est pas accessible à tous les laboratoires. En effet, il coûte cher et il demande une certaine expertise. C'est pour cela que la cytométrie en flux présente un intérêt pour un diagnostic facile et rapide de la maladie. C'est ce qu'on va essayer de voir à travers une série de 16 patients qui ont été colligés au niveau de notre laboratoire sur une période de 2 ans. Alors, initialement, on avait 14 patients qui avaient une clinique évocatrice de la maladie et 2 patients qui n'avaient pas de symptomatologie évocatrice, mais qui ont été dépistés suite à un contexte familial très évocateur. Le diagnostic a été établi par cytométrie en flux, par le biais de la recherche de la protéine WASP en intracellulaire, après fixation et perméabilisation, bien sûr. Les patients ont aussi bénéficié d'un immunophénotypage TBNK, mais aussi un immunophénotypage des lymphocytes T naïfs et mémoire. Le tableau suivant résume les principaux caractéristiques de nos patients. Alors, l'âge médian diagnostique était d'à peu près 7 mois, tandis que l'âge de début de symptomatologie était d'environ 2 mois et demi. Alors, 10 de nos patients présentaient des antécédents familiaux. La thrombopénie était un caractère constant qu'on retrouvait chez tous nos patients, tandis que l'eczéma n'était retrouvé que chez 12 patients et les infections chez la moitié de nos patients. Il s'agissait principalement d'infections ORL et bronchopulmonaires. Alors, la recherche de la protéine WASP, bien sûr, se fait toujours en parallèle chez un sujet témoin afin de fixer le seuil de positivité. Comme vous pouvez le voir à travers ces histogrammes, on a une expression normale chez le témoin de la protéine WASP, aussi bien dans les lymphocytes que dans la population monocytaire, tandis que chez le patient, on note une absence de la protéine WASP, et ce fut le cas pour tous nos patients qui avaient une quasi-absence de la protéine WASP. La cytométrie en flux permet aussi de détecter les femmes porteuses de la mutation qui ne sont pas symptomatiques. C'est le cas chez cette maman, c'est la maman d'un patient. On note
à travers les 3 premiers histogrammes que l'expression de la protéine WASP était normale dans les lymphocytes. Par contre, dans les monocytes, on note 2 populations. On le voit ici plus près. Chez la maman, on a une population de 69% qui exprime normalement la protéine WASP et on a une autre sous-population qui est déficitaire en protéine WASP. Ceci souligne que la WASP joue un rôle plus important dans la survie des lymphocytes que celle des monocytes. Dans un deuxième temps, on s'est intéressé à l'immunophénotypage de ces patients. On note que 9 de nos patients avaient une lymphopénie T. Cette lymphopénie touchait aussi bien les lymphocytes T CD4 que les lymphocytes T CD8. Par contre, les lymphocytes B et les lymphocytes NK étaient normaux chez la majorité de nos patients. L'étude des lymphocytes naïfs et mémoire a objectivé un taux normal, voire augmenté des RTE chez tous nos patients, tandis qu'on note une lymphopénie TCD8 naïf chez la majorité de nos patients. Comment expliquer cette lymphopénie T? En fait, elle n'est pas due à un défaut de production thymique, car comme on vient de le citer, le taux de RTE était normal chez la majorité des patients Wiskott-Aldrich, aussi bien dans notre série que dans la littérature. Par contre, il semble que cette lymphopénie serait due à une apoptose accrue des lymphocytes T. Comme on l'a dit précédemment, la protéine Wiskott joue un rôle important dans la régulation de l'expression du FAS récepteur et dans l'expression du BCL2. Et des études in vivo et in vitro ont démontré que les lymphocytes T déficitaires en protéine WASP avaient une augmentation de l'expression de CD95 et une diminution de l'expression du facteur anti-apoptotique BCL2, ce qui est à l'origine de cette apoptose accélérée. Toutefois, la cytométrie en flux aussi elle a ses limites. En effet, elle ne permet pas de détecter les patients qui présentent des déficits fonctionnels de la protéine WASP. Dans la littérature, on retrouve des patients qui ont une expression normale de la protéine WASP, une clinique évocatrice, mais chez qui des mutations ont pu être individualisées au niveau du gène. La deuxième limite, c'est les déficits en protéine WIP, WASP Interacting Protein. Alors, ces patients aussi présentent une absence de l'expression intracellulaire de la protéine WASP. Comme vous le savez, la protéine WIP joue un rôle important dans la stabilisation de la protéine WASP. Et en absence de cette dernière, on a une accélération de la dégradation de la protéine WASP, ce qui justifie son absence à la détection par cytométrie en flux. Mais il y a 2 différences importantes entre ces 2 déficits. La première, c'est le mode autosomal récessif du déficit lié à l'absence de la protéine WIP. Et la deuxième est que ces patients, généralement, n'ont pas des plaquettes de petite taille. Le VPM est généralement normal. Donc, Madame Mara. Il n'y a pas de souci. Donc, pour conclure, la cytométrie en flux joue un rôle important dans le screening des patients présentant une clinique évocatrice du syndrome de Wiskott-Aldrich. Elle permet aussi de détecter les porteuses asymptomatiques. L'absence de la protéine WASP semble associée à une lymphopénie T, particulièrement TCD8. Donc, si on a un patient avec une thrombopénie persistante, même s'il n'y a ni eczéma ni infection, avec une lymphopénie TCD8, il faut penser au diagnostic du syndrome de Wiskott-Aldrich, tout en gardant à l'esprit qu'une expression normale n'exclut pas le diagnostic. Et bien sûr, pour finir, je remercie l'ensemble de l'équipe de l'immunologie cellulaire de CHU Saad Hassani, ainsi que les cliniciens avec qui on travaille en étroite collaboration pour améliorer le diagnostic des déficits immunitaires, sans oublier les patients et leurs familles pour la confiance qu'ils nous accordent. Voilà, je vous remercie.